Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis heureux d'introduire cette conférence donc exceptionnelle organisée à l'initiative des anciens auditeurs IHEPS. Et je remercie Nicolas Midjavi d'avoir permis cette conférence. Et donc, cette conférence avec Arnaud Fontanet. Alors, Arnaud Fontanet, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter d'une certaine façon parce que tous, quasiment, nous l'avons croisé lors de la pandémie parce qu'il était très très présent et très sollicité pour intervenir donc pour éclairer l'opinion publique sur ce qui se passait dans la pandémie et les mesures prises. Voilà, et alors Arnaud Fontanet donc, est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la chaire santé et développement du CNAM, et il dirige l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. C'est vraiment une des personnes en France qui est, je crois, les plus qualifiées pour prendre un peu d'assistance par rapport à ce qui nous est arrivé et pouvoir nous éclairer sur non seulement bien sûr la crise sanitaire, mais surtout les stratégies mises en place et m'éclairer non pas seulement sur un regard rétrospectif, moi j'ai pensé avec Nicolas Midjavi que c'était extrêmement heureux finalement d'avoir ce regard, mais aussi peut-être sur ce qui nous attend, parce que évidemment les crises comme ça, une crise de santé publique, ce qui est important aussi c'est les enseignements pour l'avenir, parce que sauf à être démenti, je pense que personne ne peut exclure évidemment qu'on ait d'autres crises sanitaires, et par ailleurs on sait tous, l'actualité nous montre, on n'est pas sorti de cette crise sanitaire. Donc je pense que c'est extrêmement utile et heureux de réfléchir sur ces leçons de cette crise sanitaire, les leçons pour les pouvoirs publics, pour les stratégies publiques, mais aussi pour nos autres citoyens, tous collectivement. Je ne doute pas qu'il y aura beaucoup de questions suite à l'intervention d'Arnaud Fontanet. Donc, merci à ceux qui sont présents en présentiel, effectivement, parce que c'était prévu en présentiel. Donc, il y a un certain nombre de présents autour de cette table. Donc, il y a beaucoup d'anciens auditeurs IHEPS. Cet institut qui, je rappelle, fonctionne depuis plus de 10 ans et qui, chaque année, met en place un cycle vis-à-vis de personnes qui sont dans des univers très, très éloignés, mais qui ont tous pour volonté de partager un moment sur la réflexion sur les sujets de protection sociale. Mais on l'a aussi ouvert, compte tenu de l'intérêt, à d'autres que les anciens auditeurs IHEPS. Voilà. Nicolas, peut-être un mot rapide, et puis on cède la parole tout de suite à Arnaud Fontanet. Un mot très rapide, tu le sais Arnaud, nous avons 600 membres dans notre association d'anciens auditeurs qui tous ont suivi le cycle. Et tu le sais, nous avons des gens qui suivent ce cycle un peu comme d'autres suivent le cycle de l'Institut des hautes études de défense nationale. Donc c'est l'Institut des hautes études de protection sociale qui a mes yeux d'autant d'importance puisque c'est 34% du PIB, la protection sociale, et ce sont des sujets comme ceux sur lesquels tu interviens qui sont évidemment des sujets clés pour toute la société. Et en plus, on le voit avec excellence, si je puis dire, avec la pandémie Covid. Et nous avons 600 auditeurs maintenant, avec le recul qu'a indiqué Dominique Libaud de 10 ans. Et ces auditeurs ont un peu vocation, c'est modestement, parce qu'on est tous très absorbés par nos tâches professionnelles, mais constitue un peu un think tank. Et nous avons d'ailleurs produit, il y a 2 ans, un petit rapport sur le Action, au moment de la première vague. Ce rapport est évidemment complètement dépassé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis la première vague. Il était assez critique. Il était assez critique d'ailleurs sur les aspects de prévention. Je crois que l'important, c'est de donner la parole maintenant et on pourra échanger avec toi. Et on te remercie beaucoup d'être parmi nous ce soir. Très bien. Donc, merci beaucoup en tout cas, Dominique et Nicolas, de m'accueillir pour cette présentation. Je suis très heureux d'être avec vous. J'aurais aimé évidemment être en présentiel. Vous l'avez compris, la maladie m'a rattrapé, mais bon, je vais bien. Et c'est juste, je fais ce que j'ai demandé à tout le monde de faire pendant 2 ans et demi. Donc, je pense que c'est un juste retour des choses. Alors, est-ce que vous avez mes diapositives en face de vous? Oui. D'accord. Donc, je vais faire un retour sur 2 ans et demi de pandémie, une présentation de 45 minutes à peu près. On peut avoir 45 minutes de discussion ensuite. Et
Et c'est vrai que je ne vais pas beaucoup me projeter sur cette présentation, mais sur les questions, je suis tout à fait disposé évidemment à répondre à vos interrogations. Alors là, je vous passe une première diapositive c'est juste un document qui n'a pas vocation à être lu parce que c'est beaucoup trop petit, mais c'est vous dire le mail du 31 décembre 2019, le dernier jour du monde d'avant, qui nous informait, c'est une liste partagée par tous les infectiologues du monde entier, qu'il y avait dans le marché à Wuhan 4 personnes qui avaient une pneumopathie atypique et qui n'étaient pas de la grippe. Et ça, c'était donc 31 décembre 2019. Quand je l'ai vu, le jour même, je me suis dit: «Tiens, étonnant, ça nous rappelle le SRAS 2003, à suivre». Mais bien sûr, c'était encore très fragmentaire comme information. Mais je vais vous faire grâce des 2-3 mois qui vont suivre parce que l'histoire de l'épidémie elle-même et de ses débuts, vous la connaissez. Mais passer assez rapidement au moment où on a dû, en France, prendre des premières décisions par rapport à ce qui nous semblait inévitable. Et donc, suite à l'annonce de ce foyer de 4 personnes touchées dans un marché en Chine, on suivit la période où on a appris que c'était un nouveau bêta-coronavirus de la famille du SRAS. On se souvenait de l'épidémie de 2003. Des informations très contradictoires en Chine sur la diffusion, au début très limitée, et puis une escalade rapide qui aboutit de façon assez brutale le 23 janvier au confinement de la ville de Wuhan, alors qu'on nous racontait qu'il y avait quelques dizaines de cas seulement. Et puis le lendemain, la province de Hubei, 50 millions de personnes confinées. Beaucoup d'interrogations. Le mois de février, quelques cas épars, on en voit en France, à chaque fois isolés, la situation est contrôlée, tous les contacts testés sont négatifs. En Asie, des foyers qui s'allument sporadiquement à Hong Kong, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Vietnam, à chaque fois maîtrisés, Corée du Sud aussi. Et cette période d'attente du mois de février très particulière, où finalement on se disait ce virus a un vrai potentiel pandémique, mais il y a eu la Chine, et en tout cas Wuhan et la province de Hubei sont confinés. On n'a pas plus d'informations sur ce qui s'y passe réellement. Pour nous, à chaque fois qu'on voit des foyers se déclarer, on arrive à contrôler, mais peut-être qu'à un moment, ça va déraper. Et, et c'est finalement dans la dernière semaine de février que le temps s'est accéléré avec les foyers dans le nord de l'Italie qui sont apparus. En France, un rassemblement dans une église évangélique à Mulhouse entre le 17 et le 22 février à l'origine de plusieurs centaines de cas, probablement même plus de 1000 cas qui vont arriver sur les hôpitaux du Grand Est. On apprend le 25 février qu'un enseignant du collège de Crépy-en-Valois décède à la pitié de la Covid, et Santé publique France se rend compte qu'à Crépy-en-Valois, il y a une circulation importante du virus. Là, on est vraiment fin février, début mars. Et des croisiéristes qui reviennent d'Égypte se retrouvent aussi plusieurs endroits diagnostiqués avec la Covid en France. Et donc, c'est là où on se dit, ça y est, ça s'emballe. Et c'est l'Italie du Nord qui a été le premier la vraie concrétisation de ce qui nous attendait quand on a vu les hôpitaux se remplir de patients atteints de maladies respiratoires. Et évidemment, le processus d'identification était beaucoup plus fort avec l'Italie du Nord, puisque voilà, ce sont nos voisins. On connaissait bien les réanimateurs de ces régions, très connus pour la qualité et leurs compétences dans le traitement des syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et ils nous disent, les patients qu'on voit en Italie du Nord sont des patients très difficiles à gérer. Ce n'est pas des syndromes de détresse respiratoire aiguë classiques. Ils sont jeunes, beaucoup en surpoids, et ils vont rester dans les réa pendant 3 semaines. Et ça, évidemment, c'est une inquiétude parce qu'on voit tout de suite le risque d'embolisation des services. Et dans la première semaine de mars, on a un premier contact avec le chef de l'État le 5 mars. Et assez vite, un certain nombre d'entre nous, nous sommes contactés pour nous demander si on veut faire partie d'un conseil scientifique pour donner un éclairage donc, scientifique au gouvernement sur ce qui est en train de se passer et aider à la prise de décision. Et donc on accepte. Le 11 mars, on a notre première réunion de 2 heures au téléphone. On se connaissait plus ou moins les uns et les autres, mais plutôt moins que plus. Et le 12 mars, on est à l'Élysée. Et je vous mets sur cette diapositive les informations dont on disposait à l'époque, qui, vous le voyez, sont quand même très fragmentaires, et sur lesquelles il a fallu, pendant une journée, puisque on est resté de 10h30 à 17h30 à l'Élysée ce jour-là,
conseiller, faire des propositions sur la marche à suivre, alors qu'on se retrouvait dans une situation, une crise sanitaire totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, puisque, comme vous le savez, on a été amené finalement à avoir des confinements sur l'ensemble de la planète, et ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité que des pays entiers se confinent. Et ces décisions, ce que je vous mets ici, c'est ce qui est dans l'avis, le premier avis du Conseil scientifique, qui est disponible sur le site du ministère de la Santé. Vous pouvez télécharger tous les avis. Et si vous retournez à celui du 12 mars, c'est les chiffres qui sont cités. C'était l'information dont on disposait, avec un peu plus de 10 000 cas en Italie, pas loin de 1000 morts, une épidémie dont on commence à estimer que le temps de doublement était de 4 à 5 jours. Donc, à un moment donné, vous aviez tant de cas. 4 jours plus tard, vous en aviez 2 fois plus. On sait depuis, rétrospectivement, que le 11 mars, il y a eu 100 000 cas sur le territoire français. C'est ce que les modèles nous apprennent maintenant, mais on l'a reconstruit a posteriori. Mais ça, évidemment, on n'en avait aucune notion, puisqu'on n'avait pas du tout les capacités de dépistage à l'époque. Et que donc ces 100 000 cas, 4 jours plus tard, vous devinez, ils étaient 200 000, et puis 4 jours plus tard, 400 000. Donc vous voyez la vitesse avec laquelle l'épidémie progressait. On était déjà sur des très très gros volumes, même si on n'en avait pas de conscience palpable en dehors des quelques patients de la partie émergée de l'iceberg qui venaient d'arriver dans les réanimations. Et du coup, c'est des coups de fil avec nos collègues réanimateurs de l'Est et du Nord de la France qui nous apprennent que les réanimations se remplissent de patients jeunes, moins de 60 ans, avec des formes cliniques très sévères qui allaient nécessiter d'être gardés au moins 3 semaines en réanimation, ce qui est beaucoup. Et dans le même temps, le 11 mars, l'OMS qui déclare l'état de pandémie, et puis des discussions avec nos collègues du Imperial College à Londres, qui est le plus grand centre de modélisation au monde probablement, et qui nous disent que sur la base des premiers éléments dont on dispose, il faudra qu'au minimum la moitié de la population soit infectée pour que l'épidémie s'arrête, que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. On verra qu'on est revenu là-dessus après. Et qu'en gros, à peu près entre 1,5 à 1% des personnes infectées décédaient, ce qui, pour la France, représentait en perspective des centaines de milliers de décès. Et du coup, la traduction pour un modélisateur de tout ça, c'est qu'il fallait au moins réduire, et je reviendrai là-dessus, de 60% des contacts entre les personnes pour enrayer cette vague épidémique qui déferlait sur nous. Et réduire de 60% des contacts, c'est l'équivalent d'un confinement. Hein. C'est à peu près 80% de réduction de contacts sur un confinement. Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel on se trouvait sur des informations qui étaient extrêmement fragmentaires. Et ce qui nous apparaissait totalement impensable s'est produit, c'est-à-dire que le 17 mars, le confinement, vous vous souvenez de ces photos, quelque chose de totalement surréaliste. Et pour nous qui avons été impliqués dans la réflexion qui a amené à ce confinement, évidemment, c'était aussi une expérience assez stressante, hein, de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Et je vous montre maintenant cette diapositive qui est tirée d'un papier qu'on a publié avec Simon Kochmetz dans le Lancet, pour vous dire que a posteriori, mais ça on ne l'a su qu'à posteriori, on a bien fait. Et ça peut paraître évident, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à douter même de la nécessité du confinement. Et je pense qu'il faut vraiment revenir sur qu'est-ce qui s'est passé et comprendre l'intérêt du confinement. Et cette diapositive le résume bien. Ce que vous avez en face de vous, c'est les admissions à l'hôpital pour les 13 régions françaises de la période du 1er mars au 1er mai. Vous avez cette ligne verticale rouge qui est le confinement à la date du 17 mars. Et vous avez ici les admissions hospitalières pour ces différentes régions. Faites attention, l'échelle varie selon les régions, hein, puisque le Grand Est, vous savez, a été le plus touché, alors que la Bretagne a été la moins touchée. Et là, c'est 10 admissions quotidiennes pour 100 000 habitants. Pour chacune de ces régions, quand on est dans le Grand Est, on arrive à 1,5 pour la Bretagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que vous voyez déjà, c'est que toutes les régions avaient une courbe exponentielle qui était en cours. C'est-à-dire qu'on était évidemment tout à fait conscient de ce qui se passait dans le Grand Est, dans les Hauts-de-France et dans l'Île-de-France, qui étaient les 3 régions les plus touchées. Mais ce qu'on ne savait pas, c'était que dans le même temps, et tout ça, ça a été reconstruit a posteriori, hein, eh bien, toutes les régions françaises étaient en courbe exponentielle, y compris la Bretagne. Et ce qu'on vous a mis sur cette ligne horizontale en pointillé, c'est un seuil de 1 admission pour 100 000 par jour qui correspond un peu à un seuil critique du moment où les hôpitaux vont commencer à être très touchés.
Et vous voyez que toutes les régions françaises ont franchi ce seuil. Évidemment, le Grand Est, les premiers, c'était les plus touchés vers le 8 mars, mais il n'y avait que 15 jours de décalage avec la Bretagne. Et la Bretagne, le 23 mars, était dans la même situation que le Grand Est le 8 mars. C'était qu'une question de 2 semaines entre la région la plus touchée et la région la moins touchée. Et c'est important à réaliser parce qu'une des questions qui nous a été posée évidemment le 12 mars, c'est faut-il confiner toute la France ou seulement les régions les plus touchées, c'est-à-dire Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France. Et il y a eu évidemment des discussions autour de attention, si on ne confine qu'une partie, les gens vont tous partir dans le reste de la France, là où ils savent qu'ils peuvent continuer à circuler. Donc on risque de déplacer le virus. Il y a eu ces considérations, etc. Mais en fait, avoir confiné toute la France simultanément a permis de geler la situation dans des régions qui, 15 jours plus tard, allaient se retrouver dans le même état que l'Est de la France ou l'Île-de-France. Et de fait, a préservé et sauvé beaucoup de vies humaines parce que finalement, on a gelé une situation avant même qu'elle ne devienne critique. Et en plus, ça a permis, a posteriori, de plus tard transférer des patients de l'Est de la France vers l'Ouest de la France. On est un des rares pays au monde à l'avoir fait. Et c'est un dispositif, vous ne le savez peut-être pas, mais qui avait été mis en place à cause des attentats, le risque terroriste. Cette capacité à transporter des grands blessés par hélicoptère, par TGV et par avion, on l'a développé en France après l'histoire du Bataclan pour se protéger d'une attaque terroriste massive qui déborderait les réanimations. Et en fait, elle a été activée pour les patients Covid. Et on a été donc un des pays qui a le plus fait ce genre de transfert. Et ça a été possible parce que les réas de l'ouest de la France étaient libres, alors que celles de l'est de la France étaient complètement saturées. Et de la même façon, on a pu envoyer des médecins et des réanimateurs de l'ouest de la France dans l'est de la France pour aider leurs collègues. Donc, cette diapo, elle résume une évidence, mais je pense qu'il est bon de la rappeler, c'est que toutes les régions de France au début mars, était en fait en phase exponentielle de croissance, qu'il n'y avait que 15 jours de décalage entre l'ouest et l'est de la France, et que d'avoir confiné l'ensemble de la France a été très salutaire pour préserver des régions qui n'ont pas eu à connaître les difficultés d'autres, et même qui ont pu aider dans la prise en charge des patients. Alors, des travaux de modélisation qu'on a fait par la suite, toujours avec l'équipe de Simon Cochemez, ont permis, une fois de plus a posteriori, alors assez simplement, quand on a pu reconstruire les courbes hospitalières, quand on a eu le temps d'aller chercher dans les hôpitaux et de compter combien de patients avaient été hospitalisés pour la Covid, avec des hypothèses, pour faire simple, de 10 jours entre le moment où vous êtes infecté et le moment où vous êtes hospitalisé quand vous allez faire des formes critiques. Excusez-moi, j'aurais dû le dire, mais je reviens là-dessus. Quand vous voyez entre le confinement et le moment où on atteint le pic, il y a 10-11 jours, plus ou moins un jour pour toutes les régions françaises. Donc ça montre bien que c'est le confinement qui a bloqué la circulation du virus. C'est mécanique, on s'y attendait, mais on est quand même content de le vérifier. Eh bien, si vous prenez une hypothèse après que vous avez donc 10-11 jours de délai entre l'infection et le moment où vous êtes hospitalisé et que 3% des personnes infectées vont être hospitalisées, vous pouvez a posteriori reconstruire le nombre de personnes qui ont été infectées sur le territoire français à partir des données d'hospitalisation. Et c'est ce que vous avez ici, et qui vous montre qu'on avait 15% à peu près de la population qui était infectée dans le Grand Est et dans l'Île-de-France, beaucoup moins en Bretagne, et en moyenne 5% de la population française. La dynamique des courbes, telles qu'on a pu aussi les analyser une fois reconstruites, nous montrait que le nombre de reproductions de base, le nombre de cas secondaires par personne infectée était de 3. Et on a, et je vous en parlerai très brièvement, des modèles qui permettent de montrer que, très simplement, si vous avez un nombre de reproduction de 3, il faudra que 1 moins 1 sur ce nombre de reproductions, donc 1 moins 1 sur 3, 66% des personnes soient infectées pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique, et que donc cette situation ne serait contrôlée que quand les 2/3 de la France seraient immunisés, que ce soit par infection naturelle ou par vaccination. Et que malheureusement, on n'en était qu'à 5%. C'est-à-dire cette première vague qui nous avait touchés si fortement, on n'avait fait que 5% d'infection par rapport à un objectif pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique de 66% de personnes immunisées. Donc on restait extrêmement vulnérable à l'issue de cette première vague. Et je me souviens qu'il y a eu des débats dans la presse, etc., sur y aura-t-il une deuxième vague et comme ça. Pour les modélisateurs, ça n'a jamais été une question. On était absolument convaincus que après l'été, le
virus allait se remettre à circuler, puisqu'on était très loin des 66% qui auraient permis un contrôle de la circulation naturelle du virus. Alors, cette première année, finalement, de 2020 a été celle des interventions qu'on appelle non pharmaceutiques. Pharmaceutiques, c'est les traitements et les vaccins. Non pharmaceutiques, c'est comment on coupe, on restreint les contacts entre personnes pour éviter la transmission de ce virus, qui, vous l'avez compris, est un virus respiratoire, transmission respiratoire, avec une particularité par rapport à son prédécesseur, le SRAS, et qu'il était beaucoup plus porté par les aérosols que les prédécesseurs qui étaient portés par les postillons. Et vous savez que c'est un énorme débat autour des masques, hein, notamment. Mais c'est vrai que la doctrine jusqu'à présent était que la plupart de ces virus respiratoires sont transmis par les postillons et que si vous êtes à plus de 2 mètres des personnes, vous n'êtes pas à risque et qu'il faut nettoyer les surfaces parce que les postillons ont pu les contaminer. Vous avez pu vous mettre vos mains sur ces surfaces, donc il faut effectivement les nettoyer. Mais on a eu des éléments assez rapidement, hein, dans les premiers mois où le virus a commencé à circuler, notamment hors de Chine, parce qu'on avait très peu d'informations à partir de Chine, pour dire qu'avec le SARS-CoV-2, la transmission ne se faisait pas simplement par postillon, mais probablement aussi par aérosol. Ça a commencé par ces très grands clusters, des églises évangéliques où les gens chantent, hein, en milieu fermé et où vous avez beaucoup d'aérosols qui partent en circulation. Il y avait des croisières, hein, on se souvient du Diamond Princess, ce bateau au Japon qui restait avec des personnes qui s'infectaient au fur et à mesure pendant des semaines. Il y a les foyers de travailleurs migrants qui dorment à 6 dans une chambre, qui s'infectaient beaucoup. Les abattoirs où la température un peu plus fraîche dans les zones de découpage aussi favorisait la transmission du virus. Les chorales, les karaokés, le sport en intérieur, beaucoup de clusters qui nous disent, tiens, il y a une transmission effectivement là qui se fait par voie aérienne, par aérosol, vraisemblablement pour toucher aussi rapidement des grands nombres de personnes. Et puis l'équipe de Christian Drosten à Charité Berlin nous montre que les concentrations de virus dans la gorge sont 1000 fois supérieures avec le SARS-CoV-2 qu'elles n'étaient avec le coronavirus responsable du SRAS. Donc le coronavirus du SRAS, il est dans les poumons. C'est quand vous toussez, quand vous êtes malade, que vous finissez par cracher du virus, hein, avec des postillons. Là, avec le SARS-CoV-2, les concentrations sont dans la gorge et à des niveaux tellement élevés que des aérosols qui font moins d'1 micron de diamètre peuvent contenir du virus infectant qui reste en suspension dans l'air et infecte à distance. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Et ça, c'était quelque chose de nouveau, hein. On avait des concentrations bien plus élevées dans la gorge avec le SARS-CoV-2 qu'avec le SRAS, le SARS-CoV de 2003, mais ça, on l'a su, ce papier-là, c'est fin avril. La transmission présymptomatique, que je ne connaissais pas du tout avec le SRAS non plus, elle est devenue, première anecdote, un papier du New England qui nous dit qu'en Allemagne, il y a une femme qui participe une chinoise à une réunion de travail qui n'avait pas de symptômes, qui repart en Chine, qui déclare le SRAS en Chine, enfin la Covid pardon, en Chine, et ses collègues de travail en Allemagne qui sont infectés. Première évidence, 1er février 2020, mais il en faut plus d'une pour qu'on arrive à se dire ça arrive. Et puis, finalement, des premières expérimentations qui nous montrent qu'il y a du SARS-CoV-2 dans les aérosols. Et ça, donc, une transmission par aérosol dont l'évidence se construit entre février et mai 2020. Mais je vous rappelle que le rapport de l'OMS de avril 2020 déconseillait le port du masque en communauté, hein. Je sais que c'est un gros sujet, mais lisez-le, 6 avril 2020, le port du masque est déconseillé en population générale, en communauté, pour des raisons que je pourrais vous expliquer le cas échéant. Les premières analyses de Hong Kong nous montrent qu'effectivement, on a une transmission qui se fait de façon très forte dans des bars, comme vous le voyez ici, avec un karaoké, dans des mariages, mais que finalement, vous avez beaucoup de personnes qui ne transmettent pas le virus, qui sont infectés mais ne vont pas le transmettre, la très grande majorité, et puis quelques-uns qui vont le transmettre à beaucoup de personnes. Et donc, c'est une transmission qui se fait de façon très explosive. Quand vous avez la mauvaise personne, vous êtes en phase présymptomatique avec des concentrations virales très élevées, vous ne savez pas que vous êtes malade, dans une pièce, et puis vous parlez fort, vous criez, et vous infectez tous les gens, dans un karaoké ou ailleurs. Et ça, c'est vraiment une des marques de la transmission de ce virus qui doivent être gardées en tête pour ce qui est de la compréhension des épidémies. D'autres points importants de la compréhension de l'impact de ce virus, c'est évidemment le lien très fort qui existe entre l'âge et le risque de formes sévères et de mortalité, que vous avez symbolisé ici, où vous voyez que pour les plus de 80 ans, le risque de décéder est de l'ordre de 10-15% avec la souche ancestrale quand vous êtes infecté, alors qu'il n'est
inférieur à 1% pour les gens de moins de 50 ans et minime pour les très jeunes. Donc, un gradient très, très prononcé de risque de décès avec l'âge. Et évidemment, ça va être pris en compte dans les mesures. On passe d'un ratio de 1 à 20 pour les moins de 60 à plus de 60 ans, par exemple, de risque de mortalité si vous êtes infecté. Il y a aussi toute une série de comorbidités qui, au-delà de l'âge que vous avez représenté sur ce graphique comme un facteur de risque de mortalité, mais comme on l'a dit, le surpoids, alors là, c'est des index économiques, mais plutôt le diabète, l'hypertension, l'immunosuppression liée à des cancers, etc. Donc, toute une série de comorbidités qui vont faire que certaines personnes sont plus fragiles et plus à même de faire des formes sévères. Un mot sur les concepts de transmission, parce qu'ils sont clés dans ce qui va suivre par rapport à quand est-ce que cette épidémie ça va s'arrêter et comment la contrôler. Ce fameux nombre de reproduction, cette notion extrêmement basique qui dit donc le nombre de cas secondaires par personne infectée, s'il est par exemple fixé à 4, vous avez comme sur ce schéma, chaque personne va en infecter 4, qui elle-même va en infecter 4. Et c'est comme ça que le virus va se transmettre en population. Vous comprenez que si parmi les 4 personnes susceptibles d'être infectées, il y en a 3 qui sont protégées parce qu'elles sont déjà infectées ou elles ont été immunisées, un malade ne va en infecter qu'un seul, qui lui-même ne va en infecter qu'un seul. Et si chaque personne en infecte une ou en infecte moins d'une, l'épidémie part à la baisse. Et donc ce seuil d'immunité collective à partir duquel chaque personne en infecterait moins d'une et l'épidémie serait contrôlée, il est effectivement équivalent à 1 moins 1 sur R0. Et pour un virus qui aurait un R0 de 4, eh bien, il vous faut 1 moins 1 quart, 75% de la population infectée, pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Et ça se retrouve sur cette courbe assez facilement, où selon le niveau du nombre de reproduction de base, vous voyez que la proportion de la population qui doit être infectée ou immunisée pour que le virus s'arrête de circuler est plus élevée. Et c'est ça qui nous a guidés, nous, pour savoir quand est-ce qu'on sortirait de cette ornière, avec comme seule nuance qu'au début, on espérait avoir une immunité stable à vie, comme on l'a pour la rougeole, par exemple. Vous êtes infecté et vous êtes protégé à vie, et que malheureusement, avec le SARS-CoV-2, comme vous le savez, on peut être protégé un temps, mais les anticorps diminuent dans le sang et on devient à nouveau susceptible. Donc ce seuil doit être entretenu en permanence par des injections répétées ou des infections pour réussir à bloquer la circulation du virus. Et pour compliquer un petit peu cette présentation, mais quand même vous faire comprendre où étaient les tensions, on joue finalement sur 2 facteurs pour contrôler le virus. On a ce nombre de reproductions de base qui nous dit de façon intrinsèque combien de personnes vont être infectées en absence de mesures de contrôle, et qui dépendra, comme vous l'avez ici, de la proportion de la population immunisée, selon ce que je viens de vous raconter. Plus il y a de gens immunisés, moins vous avez de risque de transmission, mais aussi du pourcentage de personnes qui sont socialement connectées. Et ça, c'est important parce que ce pourcentage de contacts va être finalement le facteur d'ajustement sur lequel on va pouvoir jouer tant qu'il n'y a pas d'immunisation en population pour contrôler la circulation du virus. Donc le nombre de reproductions effectifs, R, est égal au nombre de reproductions de base, qui pour le SARS-CoV-2 était autour de 3, multiplié par le produit, par la proportion de personnes qui sont susceptibles, c'est 1 moins le pourcentage qui sont protégés par une immunité qui peut être due à l'infection ou à la vaccination, et multiplié par le pourcentage de personnes qui sont en contact les unes avec les autres, c'est 1 moins le pourcentage de restriction que vous aurez mis sur la circulation des personnes. Et si vous regardez ici notre objectif à nous, qui est de garder ce R en dessous de 1, que chaque personne en infecte moins d'une, et ce qui veut dire que l'épidémie est contrôlée, eh bien vous voyez que pour être sur cette barre du 1, on doit être le long de cette ligne. Quand personne n'est immunisé en population avec un R à 2,5, il faut finalement restreindre les contacts de 60%, 1 moins le pourcentage de 60%, ça fait 40% de connectés socialement, pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique. Donc, il faut réduire de 60% les contacts si vous n'avez pas d'immunité en population pour bloquer la circulation du virus. Et plus vous avez, en vous déplaçant vers la droite, une proportion importante de la population qui est immunisée, soit par infection, soit par vaccination, moins vous avez besoin de restreindre les contacts pour maintenir le R en dessous de 1, qui est notre objectif, c'est-à-dire que le virus ne circule pas de façon épidémique. Et donc, quand vous auriez, par exemple, 60% de la population qui est immunisée, vous n'avez plus besoin de restreindre les contacts pour que la circulation du virus soit contrôlée. Et c'est finalement cette balance entre le pourcentage de gens immunisés, soit par vaccination, soit par infection, et le pourcentage de restriction des contacts qui permet le contrôle de l'épidémie. Et il a fallu pendant la première année, parce qu'il n'y avait pas d'immunité en population,
rappelez-vous, seulement 5% d'infectés après la première vague, eh bien, jouer sur la restriction des contacts. Et puis après, au fur et à mesure que les gens ont été vaccinés ou infectés, on peut relâcher les contacts pour arriver à un moment où finalement on peut quasiment tous circuler normalement. Alors les mesures, vous les connaissez, je ne vais pas les reprendre avec vous, hein, de comment est-ce que vous mettez des barrières entre vous et les autres personnes, des masques, l'aération, mais aussi toutes les fermetures, restrictions des contacts, diminution du nombre de la taille des événements, etc. Et je vais passer maintenant à 4 stratégies finalement qui ont été utilisées dans différents pays pour faire face à cette période de transition avant l'arrivée des vaccins, tous étant finalement confrontés à cette même menace épidémique. Alors, en haut à gauche, vous avez ce qu'on appelle le herd immunity, qui est la théorie selon laquelle laissons les gens s'infecter, ça va faire mal au début, mais après, une fois qu'on sera tous infectés, le virus s'arrête de circuler et on peut vivre tranquillement. Le pays qui s'en est approché le plus en Europe, c'est la Suède. À l'inverse, la politique du zéro Covid, c'est on ne tolère absolument pas de circulation du virus. Dès qu'il y a des cas, on ferme tout, on teste tout le monde, on attend 3 semaines, et quand le virus a arrêté de circuler, on réouvre, mais là, on réouvre complètement. C'est ce qu'a fait la Chine, c'est ce qu'ont fait des pays insulaires qui pouvaient contrôler complètement leurs arrivées, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou Taïwan, où là, dès qu'il y avait à Sydney 4-5 cas, on ferme Sydney pendant 3 semaines, on teste tout autour de ces 4-5 cas, on met tout le monde donc en isolement, et puis on réouvre, et après on vit complètement normalement. Et ça, c'est possible pour des îles comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, vous contrôlez complètement vos entrées, beaucoup plus difficile pour des pays à frontières terrestres comme la France, ou alors il vous faut un gouvernement comme le gouvernement chinois pour imposer à une ville entière un confinement total pour des périodes à répétition, comme ça a pu être fait dans plusieurs villes de Chine. En haut à droite, vous avez le stop and go. Stop and go, c'est ce qu'on a fait finalement dans la plupart des pays. Quand on sature dans les réanimations, on ferme. Au début, il fallait fermer avec des confinements. Après, on pouvait passer sur des couvre-feux, puis peut-être des mesures un peu moins fortes. Mais on fait descendre, on vide les hôpitaux. Et puis quand on est en bas, on réouvre. Puis on attend que ça monte. Puis quand on est arrivé en haut, on ferme. Et donc, c'est cette succession de montées et descentes qui est ce qu'on appelle le stop and go et que la plupart des pays ont adopté. L'avantage de cette approche, c'est que finalement, elle est plus acceptable pour les populations parce que quand vous fermez, elles comprennent pourquoi. Elles voient au journal télévisé que les hôpitaux sont saturés. Elles se disent, bah, ça y est, ça sature, il faut qu'on ferme. Mais bien sûr, il y a quand même un coût humain en morbidité sévère et en mortalité important qui lui est attaché. Et puis, en bas à droite, vous avez la dernière stratégie qui est d'agir précocement et fortement. Le pays qui l'a le mieux illustré, c'est le Danemark. Et finalement, sont été les gagnants de cette histoire. C'est que quand ils voyaient que ça allait grimper, ils confinaient très tôt. Et comme ils n'avaient pas rempli leurs hôpitaux parce qu'ils ont confiné très tôt, ils avaient préservé la situation, ils étaient capables de sortir de confinement plus tôt. En mars 2020, le Danemark a confiné le 10 mars. C'était le premier pays hors Italie à confiner, alors qu'il ne se passait rien chez eux, mais ils avaient vu ce qui se passait dans le nord de l'Italie. Et ils ont déconfiné un mois avant tous les autres, parce qu'ils n'avaient pas rempli leurs hôpitaux et que la situation était assainie. Donc, et ils ont répété ça. À chaque fois, ils ont anticipé et ils ont pu comme ça ne pas remplir leurs hôpitaux et éviter une surmorbidité et surmortalité. Ça n'est possible que quand vous avez une confiance très forte entre les scientifiques et les politiques. C'est-à-dire que quand les scientifiques disent ça va grimper dans un mois, mais vous ne voyez rien, les politiques les croient. Et une confiance très forte entre la population et les politiques. Et quand les politiques disent on confine alors que vous ne voyez rien, la population dit d'accord, ça nous évitera d'avoir les hôpitaux qui se remplissent. Et ça, c'était rempli au Danemark, mais dans pas beaucoup de pays ailleurs. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça s'est passé sur... Hop, pardon, je regardais juste l'heure qu'il était, mais dans 2-3 pays. Quelques exemples un petit peu de cas d'études. On est, je vous rappelle, en mi-mai, sorti de notre premier confinement. Et puis, on voit arriver pendant l'été, en France, au début, tout est vert. Alors, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle des heat maps en anglais, carte de chaleur en français. Vous avez sur cet axe les classes d'âge, 0-9 ans, et puis on va vers les classes d'âge plus âgées jusqu'à 90 ans. Ici, vous avez le calendrier. On va du 18 mai jusqu'au 5 octobre. On est en 2020. Donc là, c'est sorti du confinement. Et puis là, c'est 5 octobre, début de l'automne. Et puis, avec les touches de couleur, et plus c'est rouge, plus vous êtes sur des intensités élevées.
Et sur 4 départements français, mais vous l'avez partout en France et en fait partout en Europe, le même cas de figure pendant l'été, chez les 20-29 ans, ça a commencé à chauffer un petit peu pendant le mois d'août. Et puis, par capillarité, ça a atteint les autres tranches d'âge pour toucher à peu près toutes les tranches d'âge au début octobre. Et ça, c'est un phénomène qu'on a revu très souvent avec une diffusion rapide du virus dans les classes d'âge les plus jeunes qui sont les plus socialement connectées, et puis après, gagnant les tranches d'âge plus âgées. Et ça, donc cette situation, on l'a vu arriver. Et nous, parce qu'on savait que seuls 5% de la population avait été infectée, on se doutait qu'effectivement, à l'automne, on allait avoir malheureusement un risque de saturation des hôpitaux. Donc, ce que vous avez ici, c'est la deuxième vague d'octobre pour les pays européens, où vous avez en fait tous les pays qui prennent à peu près cette même tendance pendant le mois d'août et début septembre. Ici, la France, vous voyez une croissance exponentielle. Donc, au début, on est vraiment à des niveaux extrêmement bas. On ne voit rien finalement, mais c'est quand même une croissance exponentielle. Donc, on savait bien qu'on était sur des temps de croissance de 30% par semaine et qu'à un moment, ça commençait à aller peser lourd. Septembre, ça se tend un petit peu. On a des contacts avec le gouvernement. On leur dit attention, ça va vraiment être dur sur l'automne. Il faudrait commencer à prendre des mesures. Le gouvernement nous dit que ça va être très difficile à accepter pour la population. On est tous de retour de vacances. Puis il y avait les rassuristes sur les plateaux télé qui vous raconteraient il n'y aura pas de deuxième vague, rassurez-vous, le virus a changé, je sais trop quoi. Et puis on a eu un petit coup de chaud fin septembre où vous avez ici des températures qui étaient extrêmement élevées, 33 degrés pour la saison. Et en l'espace de 10 jours, on a perdu 18 degrés. Et ça, c'était vrai pour toute l'Europe. Et là, c'est parti en vrille dans toute l'Europe, simultanément, avec le refroidissement, la circulation du virus a repris et on a pris la deuxième vague en pleine figure. Et notre travail, nous, au Conseil scientifique, avec les modélisateurs et notamment Simon Kochmez, était à ce moment-là de dire au gouvernement, regardez où on va et de faire plusieurs scénarios avec différents niveaux de réduction des contacts par rapport au risque de saturation. Alors, le risque de saturation, il était sur les hôpitaux de réanimation. Et vous avez ici le nombre de lits, 5 000, 10 000. Vous savez qu'on a une capacité standard de 6 000 qui peut être montée à 10 000, 12 000 en faisant des efforts, mais pas beaucoup plus. Et donc là, sur l'observé jusqu'au 22 octobre, eh ben, on voyait qu'on était ici, mais qu'avec la croissance exponentielle en cours, sans rien faire, on se retrouverait à un niveau de 10 000 complètement saturé au 15 novembre. Et selon différents scénarios, on pouvait ou pas éviter de saturer les réanimations. Donc notre rôle était de dire au gouvernement, à la date du 15 novembre, ça va être complètement saturé, mais si vous réduisez de temps % les contacts, eh bien, on passera à tel niveau, et puis si vous faites ça, on sera à tel niveau, etc. Et la boîte à outils, c'était, si on vous dit de réduire de 80% les contacts, ben, en gros, il y a le confinement et pas grand-chose d'autre. Si c'est 50% les contacts, c'est des couvre-feux, et si c'est 20-30%, c'est du télétravail, du masque dans les transports, de l'isolement et traçage des contacts, etc. Et c'est au gouvernement de prendre la boîte à outils de dire, bah, voilà ce qu'on va mettre en place. Donc, c'était ça un petit peu le rôle qu'on jouait, avec comme critère la saturation des hôpitaux, puisque c'est le moment où vous ne pouvez plus admettre les patients Covid, mais aussi les patients qui ont d'autres pathologies. Et donc, il y a mise en danger de la vie d'autrui. Et donc là, la nécessité de passer à des mesures beaucoup plus fortes, puisqu'il y a cette mise en danger de la vie d'autrui qui est en jeu. Et donc, tous les pays européens ont joué le jeu de la même façon avec ce stop and go, où quand ça a saturé, ils ont mis en place des mesures qui, en octobre-novembre 2020, ont tourné autour du confinement et qui ont permis de casser la courbe. On n'avait toujours pas de vaccin à l'époque. Et donc, 2021, la nouveauté, c'est qu'on a enfin, au bout du tunnel, des vaccins qui se profilent, mais également des variants qui apparaissent. Alors, les deux sont déconnectés, je reviendrai rapidement là-dessus, mais ce n'est pas les vaccins qui ont créé les variants. En revanche, maintenant, ils les entretiennent, puisque les virus vont essayer d'échapper à l'immunité vaccinale, mais au début, c'était à l'immunité liée à l'infection qu'ils essayaient d'échapper. Et on doit évidemment à des chercheurs de la découverte de ces vaccins ARN messagers, donc vous connaissez maintenant ces portraits, des belles histoires d'immigration d'ailleurs, puisque Ugur Sahin est un fils d'un ouvrier turc qui travaillait dans les usines de Cologne et maintenant donc chez BioNTech et Pfizer. Et Katalin Karikó aussi a un parcours d'une chercheuse immigrée aux États-Unis qui a fait des choses assez remarquables. Alors, bon, la grande nouvelle, ça a été évidemment l'efficacité remarquable de ces vaccins dans les premiers essais qui vous a montré ici. Vous voyez le risque d'infection beaucoup plus élevé dans le groupe placebo comparé au groupe qui a reçu le vaccin. Et là, vraiment, les premiers résultats qu'on a en novembre 2020 sont très, très encourageants. Et après, on sent un petit peu quand même cette
image se ternir un petit peu quand on se rend compte qu'avec le temps depuis les vaccins, l'efficacité des vaccins contre l'infection diminue, mais heureusement se maintient bien pour les formes graves et prévient les hospitalisations. Ça, c'était avec le Delta, et donc cette pondération quand même sur la capacité des vaccins à protéger. Mais une notion importante est de savoir que quand vous associez infection et vaccination, vous avez quand même une protection qui est meilleure. Vous voyez que les niveaux d'anticorps neutralisants chez des gens qui sont infectés et vaccinés sont plus élevés que chez des gens qui sont vaccinés seulement. C'est le concept d'immunité hybride qui, aujourd'hui, joue à plein puisqu'on est à peu près tous infectés et vaccinés. Je passe pour des raisons de temps sur la course au vaccin et s'il y a une chose que Donald Trump a fait de bien, c'est d'avoir mis 1 milliard d'euros avec BARDA dans les développements des vaccins dès mars 2020. L'Europe aussi a bien joué le jeu. Je pense que le fait que l'Europe d'avoir fait des achats groupés et d'avoir donc financé 7 compagnies pour dire si votre vaccin marche, on pourra l'acheter et le distribuer a été payant. Ça nous a évité d'être dépendants d'une seule compagnie. Si la France était appuyée seulement sur Sanofi, eh bien, il aurait fallu attendre l'hiver prochain pour avoir un vaccin. Donc cet achat groupé a quand même été de la part de l'Europe un pas dans la bonne direction. Mais voilà, que face à ces évolutions, à ces vaccins qui étaient très prometteurs, on s'est retrouvé avec la problématique de ces variants, puisque ce virus est capable de muter et de changer pour, par solution naturelle du plus adaptée, se retrouver avec des variants qui sont de plus en plus transmissibles, voire plus sévères, et en tout cas capables d'échappement immunitaire. Donc, vous avez une carte que vous connaissez bien maintenant des différents variants. Et sans me lancer dans un grand cours sur la phylogénie, quelques notions quand même importantes sur ces familles de virus que vous avez représentées ici avec les distances génétiques qui existent entre les différents virus. Et sur la droite ici, c'est Delta. Vous avez ici Omicron, par exemple, qui est un extraterrestre, et je reviendrai dessus parce que c'est important. C'est dans la genèse de ces variants, peut-être la menace la plus forte qui existe pour nous, c'est celle par laquelle Omicron est arrivé. Alors, les variants, pour vous dire assez simplement, il y a des mutations successives de virus quand ils se multiplient et qui circulent en population et qui font de façon complètement aléatoire que certains virus qui ont fait des mutations qui les rendent plus compétitifs ont un avantage par rapport aux autres. Et c'est comme ça que Omicron aujourd'hui, par exemple, au sein des variants BA1, 2, 3, 4 et 5, sélectionne des variants qui sont de plus en plus compétitifs, transmissibles, un peu plus sévères et mieux capables d'échapper. Vous avez la possibilité de recombinaison. Quand vous avez une co-infection par 2 virus différents, ils peuvent échanger du matériel génétique au sein de la même cellule. Donc, c'est quand même pas de bol. Il faut que la même personne soit infectée simultanément par 2 virus. Et quand il y a eu beaucoup de circulation de Delta et Omicron en même temps, ça a été possible. Et c'est comme ça qu'on a eu quelques exemples de Deltacron. Il y a les réservoirs zoonotiques. Gardez en tête que ces virus peuvent infecter les animaux et vice-versa. Et là, il y a cette semaine publié le cas d'un chat qui a infecté un vétérinaire. Mais on avait eu aussi des hamsters qui avaient infecté des personnes qui avaient des magasins d'animaux domestiques. Et donc, quand le virus passe chez l'animal, il peut changer et revenir dans une forme un peu différente. Et surtout, et c'est ça qui est la principale menace pour nous aujourd'hui, c'est des infections chroniques chez des patients avec déficit immunitaire sévère. Et ici, le cas d'une patiente de 33 ans en Afrique du Sud qui était infectée par le virus du sida, qui fait une infection chronique de 6 mois avec des charges virales que vous avez ici en bleu élevées, parce qu'elle avait un traitement qui n'était pas contrôlé, et elle fait une infection chronique de SARS-CoV-2 qui dure 6 mois au lieu d'une semaine habituellement. Et pendant ces 6 mois, le virus fait de 50 à 90 mutations, dont beaucoup étaient très proches de celles d'Omicron. Et on pense aujourd'hui que ces infections chroniques chez des patients avec sida en Afrique du Sud ont été à l'origine de bêta et Omicron, et dans les pays du Nord, on le voit chez d'autres patients avec des déficits immunitaires, et que cette menace de genèse de variants totalement disruptifs après des infections chroniques de plusieurs mois, elle reste entière. Donc on a eu Omicron, et on ne sait pas quel sera le prochain. Tant qu'on reste dans Omicron, on reste sur une situation qui sera à peu près maîtrisée parce qu'on a une immunité partagée avec les différents variants d'Omicron, mais je ne peux pas vous dire ce qui se passerait si une nouvelle infection chronique donne lieu à un nouveau variant totalement différent. Et je vous remonte cette figure. Omicron était branché sur un virus d'avril 2020. Donc c'est une infection chronique chez un ou une patiente en Afrique du Sud qui a donné naissance à Omicron par rapport à un virus d'origine. Ensuite, l'histoire est restée la même. On est arrivé avec ces variants qui se sont manifestés. Je vous montre ici la transition qu'il y a eu
en Angleterre et en France avec l'arrivée du variant alpha, où on avait eu le confinement, je vous rappelle, d'octobre-novembre 2020, les cas descendent, et puis les Anglais qui nous préviennent le 6 décembre en nous disant ça remonte chez nous, et c'est dû à un nouveau virus, un variant alpha. C'était la première fois qu'on avait un variant qui faisait parler de lui. Et donc cette course qui s'est lancée entre les variants et les vaccins, puisque les premiers vaccins devenaient disponibles. Donc là, vous avez les taux de couverture vaccinale pour les 6 premiers mois de 2021, ou même les 9 premiers mois de 2021. On a commencé par vacciner les plus âgés, les plus vulnérables, les plus de 75 ans, 80 ans, et vous voyez que c'est allé raisonnablement vite, puis on a vacciné les autres. Et dans le même temps, on avait le variant alpha qui arrivait et qui mettait la pression. Et un certain nombre de pays ont décidé de confiner, quelquefois ils n'avaient pas le choix, comme le Royaume-Uni, à l'arrivée du variant alpha en début 2021. La France a essayé de tenir plus longtemps, mais les réanimations se remplissaient, c'est ce que vous avez ici, un nombre de patients en soins intensifs, au point que le 3 avril, il a fallu confiner pour casser cette courbe, parce que la couverture vaccinale n'était pas encore suffisante pour permettre d'empêcher ce confinement. Mais c'est la dernière fois qu'on a confiné, c'était avril 2021. Et pour gagner sur cette couverture vaccinale qui s'avérait absolument essentielle, vous êtes au courant d'une initiative où la France s'est un petit peu distinguée par rapport aux autres, qui étaient les certificats d'abord de passe sanitaire puis passe vaccinal, et on a pu le documenter avec un économiste, Liu Barton, a permis en France de gagner 13 points de vaccination, mais aussi éviter 4000 morts et fait gagner 6 milliards, c'est l'estimation d'euros par ce pass vaccinal ou pass sanitaire à l'époque, qui a quand même eu un impact plus marqué qu'en Allemagne ou en Italie, parce qu'il y avait vraiment eu un engagement présidentiel avec l'annonce du 12 juillet. Un mot pour vous dire que ce qui nous a pourri la vie dans toute cette crise, et malheureusement qui, je pense, est une très grande menace pour nous tous, et on le sait bien, c'est la désinformation et comment elle s'organise. On l'a vu avec les élections, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, mais on l'a beaucoup vu dans cette crise sanitaire. Et c'est malheureusement quelque chose qui est pour nous aujourd'hui un sujet majeur, parce que quand on regarde finalement, la science a bien marché dans cette crise, on a eu des vaccins en moins d'1 an, et pourtant je ne suis pas sûr qu'elle ressorte vraiment grandie après tout ce qu'on a pu entendre, alimenté par cette désinformation. Je vais terminer avec comparaison finalement 2 ans après de quelles sont parmi toutes les 4 politiques que je vous avais présentées au début, celles qui ont le mieux marché. Alors, l'indicateur que je vais choisir, c'est plutôt l'excès de mortalité, toutes causes confondues, qui est un indicateur assez simple, parce qu'on est d'abord tous d'accord sur un diagnostic qui est mort ou vivant, quels que soient les pays. On ne rentre pas dans la discussion, il est mort de la Covid ou avec la Covid ou pour la Covid, on n'en sait trop rien. Tous les pays le font évidemment et ont des statistiques qui remontent assez vite sur la mortalité, donc elle peut être comparable. Alors, il y a des techniques statistiques qui ne sont pas évidentes sur le calcul de l'excès de mortalité par rapport à l'attendu, mais globalement, il y a quand même des standards là-dessus. Et quand vous regardez sur les 2 ans de pandémie, les pays que j'ai mis ici, qui sont globalement les pays d'Europe plus les États-Unis, on voit bien qu'en excès de mortalité, les États-Unis se retrouvent avec le bilan le plus péjoratif. L'Italie et l'Espagne, qui ont beaucoup souffert de la première vague, n'ont jamais complètement rattrapé le retard qu'ils ont pris à ce moment-là. Et dans le reste, finalement, la France et l'Allemagne se retrouvent à peu près au même niveau, et les pays scandinaves font un petit peu mieux que nous. Si je prends les stop and go, vous voyez qu'effectivement, comme je vous le disais, Italie et Espagne ont beaucoup pâti des niveaux qu'ils ont atteints sur le tout début, avec la première vague qui a été extrêmement brutale. Le Royaume-Uni a eu du laisser-faire avec Boris Johnson, et ça, clairement, ils l'ont payé sur une mortalité plus élevée. Et la France et l'Allemagne, finalement, s'en sortent plutôt pas mal. L'Allemagne était bien partie parce qu'eux n'ont pas eu cette première vague. Ils ont gelé l'Allemagne en mars 2020, comme on avait, nous, gelé l'ouest de la France. Donc, ils n'ont pas eu à subir la première vague, mais par la suite, ils ont perdu un peu de chemin par rapport aux autres. La Suède, qui a joué la carte de laisser filer le virus, la première année, l'a payé extrêmement cher, et se sont retrouvés tout de suite par rapport à des pays comparables en termes de densité et de latitude, la Finlande et la Norvège, avec un bilan beaucoup moins bon. Mais il y a un effet de rattrapage, parce que ceux qui ne sont pas morts au début, ils vont peut-être mourir un peu plus tard. Et on voit que sur la fin, il y a quand même une convergence, même si le niveau est quand même 2 fois inférieur en Norvège par rapport à la Suède. Le Danemark, dont je vous ai dit, a toujours su anticiper, toujours confiné avant les autres et relâché avant les autres, est vraiment le pays européen qui s'en est sorti le mieux. Et moi, ils m'ont bluffé dans cette crise. J'ai eu beaucoup d'échanges avec mes collègues danois.
Et on a constitué un conseil scientifique européen informel, hein, où on se parlait tous les jeudis, 2 par conseil scientifique, et on s'est réunis d'ailleurs très récemment à Paris pour refaire un point des bilans des 2 années. Mais les Danois ont toujours eu un coup d'avance, capables de dire avec la modélisation quand est-ce que ça allait chauffer, et confinant plus tôt, et déconfinant plus tôt. Et leur bilan est très très bon. Et pour finir maintenant, le zéro Covid, ben, vous le connaissez, hein, c'est la situation de la Chine et des pays insulaires comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Avec Omicron qui est beaucoup plus transmissible, on n'arrive plus à tenir, donc les cas montent en flèche dans tous ces pays-là. Mais il y a une distinction très forte qui est Hong Kong que vous voyez ici par rapport à tous ces autres pays. Et la distinction, c'est sur la vaccination. Malheureusement, la Chine et Hong Kong ont peu et mal vacciné, avec des vaccins moins efficaces, des vaccins inactivés. Et surtout, quand vous regardez les doses de rappel, ils ne sont pas si mal Hong Kong par rapport aux autres pays, mais quand vous regardez la dose de rappel chez les plus de 80 ans, ils sont qu'à 10-15%, et ça, c'est très, très insuffisant. Et ils le payent avec une mortalité très forte quand est passée la vague BA2 à Hong Kong en mars 2022. Donc, quand vous avez vacciné, zéro Covid a été très payant pour les pays qui pouvaient le faire, les pays insulaires. Quand vous n'avez pas vacciné, comme la Chine ou Hong Kong, vous le payez très cher. Ça, c'est une photo qui était dans la presse de Hong Kong et qui vous montre l'hôpital Queen Elizabeth. Pour vous dire quand même qu'en mars 2022, on en a peu entendu parler, mais ils ont vécu une situation qui était du niveau de celle que nous, on a connue en mars 2020 dans les pays d'Europe. Vous avez 2 patients ici, et là, vous avez 6 body bags de personnes qui étaient décédées et qui n'avaient pas encore été retirées de la chambre, juste pour vous dire à quel point Hong Kong a été complètement submergé en mars 2022 par cette crise quand le virus a filé. Et vous avez ici un graphique qui vous montre aussi le nombre de cas et le nombre de décès, Hong Kong et Nouvelle-Zélande. Et la différence, c'est la vaccination des plus de 80 ans, avec Hong Kong qui a pris de plein fouet la vague, alors que la Nouvelle-Zélande a réussi, grâce à la vaccination des plus de 80 ans, à laisser filer le virus, une vague BA2. Donc tous les gens qui nous racontent, vous voyez bien que le vaccin ne marche pas, le virus circule partout. Oui, le virus peut circuler, mais si vous êtes vacciné, il n'y a pas les décès, et ça fait quand même toute la différence. Et évidemment, la morbidité sévère. Sur l'excès de mortalité, l'OMS vient de faire un récapitulatif des 2 dernières années, 2020-2021. C'est un peu ce que je vous avais montré, mais cette fois-ci avec des méthodes à peu près similaires et une autre équipe qui a fait le calcul. Il y a eu des controverses sur le calcul de l'Allemagne et sur la Suède qui ont été reclassés. Ça, c'est l'ancien et nouveau classement de l'Allemagne et l'ancien et nouveau classement de la Suède. Mais vous voyez que finalement, la France, au bout du compte, s'en sort plutôt bien. Et sur, en tout cas, le critère d'excès de mortalité, toutes causes confondues. Et c'est quelque chose dont on parle relativement peu. Je sais qu'on n'aime pas trop en France raconter les trucs qui marchent bien, mais c'est vrai que quand on regarde finalement les 2 années qui viennent de s'écouler, sur le bilan, en tout cas d'excès de mortalité, on s'en sort pas mal. Et je termine avec une diapositive qui mériterait d'être actualisée, mais qui avait été faite en 2020 par le Financial Times et qui compare les décès et la baisse de PIB par pays. Et vous avez finalement le groupe des pays qui ont eu peu de décès et un impact économique faible, et le groupe des pays qui ont eu beaucoup de décès et un impact économique élevé. Et c'est pour revenir sur ce que je vous racontais sur le Danemark, on a toujours raconté qu'il y avait une espèce d'antagonisme entre les mesures sanitaires et l'économie, et je pense que ça n'est pas vrai, ou en tout cas ça mériterait vraiment d'être creusé, parce que ce que vous voyez ici va plutôt à l'encontre. Les pays qui ont pris des mesures énergiques tôt ont réussi à préserver à la fois le bilan humain et l'économie, et les pays qui ont laissé filer ont perdu sur les 2 tableaux. Donc il y a en fait une alternative à cette idée de dire c'est la santé contre l'économie. Probablement pas, les 2 vont ensemble. Voilà, alors j'ai probablement été un peu trop long, mais... Alors, avancez très bien, il nous reste une grosse demi-heure pour les questions. Il va simplement nous falloir être disciplinés les uns les autres. Donc, je remercie à ceux qui sont dans la salle, quand ils veulent prendre la parole, de bien lever clairement la main et de mettre leur micro quand ils interviennent et d'arrêter le micro quand ils ont fini d'intervenir. Et puis, je remercie à Arnaud Emerio, qui est directeur de l'Institut, qui est à côté de moi, de regarder le team sur les mains qui se lèvent à distance, qu'on puisse les mettre dans le bon ordre et que les gens qui sont à distance puissent s'exprimer. Moi, je lancerai, parce que pour l'instant, je ne vois pas encore de main.
Oui, bien sûr. Et là, on va lancer Dominique et moi, puis ensuite on va prendre toutes les questions. Donc moi, j'ai une toute petite question pour toi, Arnaud. Moi, je voulais préciser une toute petite chose, c'est que depuis que je te connais depuis de longues années, mais depuis que je te connais pendant cette période singulière, à chaque fois je suis interrogé quand nous étions hors confinement et qu'on pouvait se voir à la marge des cours de tennis. Et ce que tu nous as reconstruit aujourd'hui, eh bien, tu me le construisais en projection, et je ne le dis pas, je n'invente pas. Je ne t'ai jamais vu te tromper dans ces prévisions que tu nous donnais il y a quelques années et mois, où tu nous disais, voilà, selon cette hypothèse, c'est comme ça que ça se passera. Donc, bravo et merci. Et merci pour cette reconstruction et pour ton talent pédagogique qu'on connaît les adultes. Alors, une petite question sur les croyances qui sont en train de se mettre en place, je crois, dans notre pays, me semble dans notre pays. Il y a une première croyance qui est de dire, finalement, c'est la grippe. Et j'aimerais t'entendre là-dessus, parce que je sais que j'ai déjà entendu dire le Covid, c'est pas la grippe, c'est quand même une saleté un peu différente. Donc, et il y a un peu cette croyance qui s'installe, finalement, c'est pas plus grave que la grippe. Deuxième croyance, et tu l'as un peu exposé dans ta présentation, c'est de dire, mais finalement, ces virus, ils deviennent de moins en moins nocifs avec le temps. Alors, tu nous l'as très bien dit, on ne sait pas, le virus peut évoluer dans ses variantes, peut-être plus nocifs que le précédent, donc que tu nous éclaires notre lanterne là-dessus. Et puis, troisième question, simplement ta projection sur l'été et les mois à venir, compte tenu de ce que tu sais du virus et de l'immunité collective qui se met en place et sous réserve qu'elle puisse être maintenue avec les vaccins, comme tu l'as très bien expliqué, c'est une immunité qui n'est pas celle de la rentrée. Voilà pour mes questions et merci Dominique de compléter pour lancer le débat. Oui, merci beaucoup de cet exposé extrêmement riche, vraiment, et super intéressant. Et puis, beaucoup de questions. Moi, je n'aurais qu'une, enfin, avec celle de Nicolas, mais on a bien compris que donc le modèle, finalement, pour la Starvenet, des choses plus intéressantes, c'est Danemark, donc un modèle où on intervient très tôt. Mais, je veux dire, ça suppose une très grande confiance entre les scientifiques et les politiques, mais aussi, je suppose, entre la population et tout ça. Donc, on voit bien que la question de la confiance est vraiment fondamentale dans cette histoire. Si demain, ma question c'est, si demain on veut mieux lutter, ce qu'il ne faut pas. Donc, ça veut dire parler énormément sur la confiance au niveau de la population, peut-être la formation, l'éducation, enfin, qu'est-ce qu'il faudrait comme condition populationnelle pour qu'on soit dans les conditions de s'autoriser une stratégie plus anticipatrice demain. Enfin, voilà. Est-ce que, et tu as évoqué les sujets de désinformation et tout ça, enfin, ouais, on est frappé par le fait que malgré ce qui nous apparaît comme des évidences, il y a encore des tas de gens qui contestent et tout ça. Enfin, bon, voilà. Donc c'est vrai que c'est ça que je trouve très interpellant quoi, aussi dans cette crise, c'est le sujet de confiance et de compréhension enfin, de la population sur tous ces sujets. Donc comment peut-on mieux faire demain? Merci de tes réponses à cette première salle, et puis on va prendre les autres questions ensuite. D'accord. Alors, en tout cas, bon, merci pour vos commentaires et questions. Sur la première, sur la grippe, est-ce que c'est une nouvelle grippe? Alors, il y a quand même des différences effectivement notables. Là où on commence à se rapprocher de la grippe, c'est que le risque de décès par personne infectée devient à peu près le même que celui de la grippe sur le terrain de vaccination qu'on a et d'immunité qu'on a acquise, que ce soit par infection ou par vaccination, ce qui n'était pas le cas au début. Ça tuait beaucoup plus que la grippe. Maintenant, grâce à la vaccination et au fait qu'on a été infecté, si vous attrapez la Covid, vous avez le même risque de décès que la grippe. Mais comme il y a beaucoup plus de gens qui sont infectés qu'on ne l'est infecté par la grippe, il y a quand même encore une morbidité et mortalité à l'échelle de la population qui reste beaucoup plus forte. Et puis, il y a un autre... alors, il y a aussi évidemment que le virus, par les nouveaux variants, est encore capable de donner des vagues hors saison classique de virus respiratoire. Donc, vous voyez bien qu'on est dans une vague BA5 actuellement, comme on a eu une petite vague Delta l'année dernière. On n'est pas encore parti sur un rythme complètement saisonnier. Et puis, je terminerai par un point qui pourra quand même, qu'il faut garder en tête et sur lequel on n'a pas la réponse, qui est ce qu'on appelle les Covid longs. C'est ces gens qui font des formes chroniques, dont on estime qu'aujourd'hui, en Angleterre, où ils ont une enquête très régulière en population, on estime que 2 à 3% de la population anglaise, aujourd'hui, se plaint de symptômes à type de fatigue, de troubles de concentration, qu'ils attribuent à une infection par le SARS-CoV-2. Et
Et c'est vrai qu'on est en train de mesurer, parce que c'est un virus qui a un tropisme assez particulier dans l'organisme, de façon certaine, il y a une augmentation pour les gens qui ont été infectés du risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, de problèmes rénaux, de problèmes pulmonaires à terme, qu'on ne voit pas de la même façon avec la grippe. Il y a même des problèmes de nature neurologique, hein, type maladie de Parkinson. Et alors, je ne vais pas vous inquiéter trop. C'est très vrai pour les gens qui ont fait des formes sévères hospitalisées, où ils multiplient par 2 ou 3 leur risque de faire un infarctus ou des choses comme ça dans l'année qui suit. Pour des gens qui ont fait une Covid bénigne, comme celle que je suis en train de faire, j'augmente de 20 à 30% mon risque d'infarctus ou mon risque d'accident vasculaire cérébral dans l'année qui vient. Mais comme toute la population est touchée, ça commence à compter. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet à garder en tête, y compris sur l'absentéisme que vous allez avoir dans le travail par des gens qui vont se plaindre de ces manifestations chroniques. Deuxième question sur les virus de moins en moins nocifs. Eh bien non, l'évolution ici, elle s'est faite avec le SARS-CoV-2 de façon difficilement prédictible. De toute façon, pour que vous ayez une vague épidémique, il faut que vous ayez un virus capable de contourner l'immunité. Donc, il a une capacité d'échappement immunitaire, sinon vous ne le voyez pas. Il reste les mutations qui donneraient naissance à des virus qui ne sont pas capables d'échapper à l'immunité, vous ne verrez pas ces virus-là. En revanche, quand de façon aléatoire, la mutation permet au virus d'échapper à l'immunité, là, il est capable de se propager. Mais en plus, il peut être plus sévère et il peut être plus transmissible. Et c'est plutôt ce qu'on a vu avec les différents variants. En tout cas, alpha était plus transmissible et sévère que l'ancestral, et delta plus transmissible et sévère que alpha. Omicron était un ovni qui est parti de cette infection chronique chez une patiente immunodéprimée en Afrique, et heureusement était un peu plus bénin, mais beaucoup plus transmissible et très capable d'échappement. Et maintenant, au sein d'Omicron, de BA1 à BA5, on va vers une sévérité accrue, on va vers une transmissibilité accrue. Donc, il y a quand même des évolutions possibles vers des variants de plus en plus nocifs. Après, on a quand même une immunité qui nous protège au sein de la même famille des Omicrons. Et donc, je pense que tant qu'on reste dans la même famille, les choses vont plutôt se tasser. Mais on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant disruptif, particulièrement après une infection chronique, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Alors, les projections pour ce qui nous attend là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus capable, par des modèles mathématiques, de faire des projections sur quand sera le prochain pic et à quel niveau il va être, parce qu'il y a trop de paramètres maintenant. Avant, on était capable, dans des situations assez simples, d'estimer l'efficacité du vaccin par classe d'âge, selon le nombre de doses que vous aviez eues, la date de la dernière dose, le type de vaccin que vous aviez eu et le variant que vous avez en face de vous. Maintenant, le nombre de combinaisons entre les infections passées, les vaccins, leur date, la classe d'âge où vous êtes et les variants auxquels on peut être confronté est tel qu'on n'est plus en capacité de faire ces projections. Du coup, on fait de l'empirique. Et Nicolas, mes avis sur où on va aller vont être de moins en moins péremptoires. Je n'ai jamais été, je crois, très péremptoire, mais en tout cas de moins en moins éclairés. Et pour vous dire, sur la vague qui est en cours actuellement, BA5, on a quand même vu qu'au Portugal, en 6-8 semaines, on était arrivé au pic. Et je ne serais pas surpris que ce soit la même chose en France, même s'il y a des différences avec le Portugal, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais effectivement, courant juillet, on va arriver à un pic. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on ne va pas avoir une saturation des hôpitaux, mais ils sont quand même très affaiblis, les hôpitaux aujourd'hui, hein. Donc un pic même passé à 1500 admissions par jour, comme on est en train de le faire, ça va quand même beaucoup toucher les hôpitaux, vu leur affaiblissement. Donc il n'y a pas de risque de saturation des hôpitaux. À l'inverse, cette vague, elle ne va pas s'arrêter avec des mesures de contrôle. On a été capable d'arrêter quand il a fallu le faire, alpha et delta, avec des confinements et des trucs comme ça. Maintenant, d'abord, ces mesures ne seraient plus acceptables, voire la Chine, et elles ne seraient même pas efficaces. On est sur des virus qui sont plus transmissibles. Du coup, pendant ces vagues épidémiques comme celles qu'on est en train de vivre, la stratégie, ce n'est pas tant d'essayer d'arrêter la vague, on ne va pas pouvoir le faire, mais de protéger les fragiles. Ce qu'il faut pendant ces périodes de vagues, c'est que les plus fragiles, donc les plus de 60 et surtout les plus de 80 ans et les personnes avec comorbidité, remettent les masques, limitent leurs contacts, que leurs proches se testent, voilà, refaire une protection autour d'eux et surtout se vaccinent. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en mars 2022, il y avait une recommandation
pour une deuxième dose de rappel, donc une quatrième dose pour les plus de 60 ans, et qu'elle n'a pas été suivie. Seulement 30% des plus de 80 ans l'ont faite, 20% des plus de 60 ans. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui. On ne va pas arrêter la vague. Elle s'arrêtera quand on aura atteint une immunité populationnelle transitoire. Elle ne va pas saturer les hôpitaux, mais il va quand même y avoir une morbidité sévère et une mortalité importante. Et donc, il faut absolument agir sur la protection des fragiles avec la vaccination et le traitement aussi. Il y a un traitement, le Paxlovid, qui marche et qui est très peu utilisé en France, même s'il divise par 10 votre risque de complications, et il est indiqué pour les plus de 65 ans. Donc là, il y a des choses à faire parce que les prochaines vagues, je pense, seront à l'image de BA5, quelque chose qui ne va pas saturer les hôpitaux, mais qui va quand même être capable d'une morbidité sévère ou d'une mortalité importante, et qu'on doit combattre avec une mise à jour des vaccins, des antiviraux et la protection des fragiles par les gestes barrières. Et pour maintenant, la remarque sur le Danemark et la confiance, bien, il y a des papiers qui sont écrits sur ce sujet précis, et je pourrais éventuellement vous retrouver des références sur comment ils ont construit et bâti cette confiance au Danemark. Après, c'est probablement des cultures, des habitudes, notamment un historique de santé publique beaucoup plus ancré en population qu'en France. La France, on est parti quand même dans cette crise, on sortait des gilets jaunes, c'était quand même, le timing n'était pas bon, mais il n'a pas été, c'est vrai pour l'ensemble des autres pays, toute l'Europe, cette question de confiance a été au cœur et très difficile à gérer, quels que soient les contextes dans les différents pays. Pour moi, c'est mon plus grand regret, c'est que, comme je vous le disais, je pense que la science a plutôt bien fonctionné et qu'on était à 95% d'accord entre nous, les scientifiques, mais que malheureusement, les médias ont mis en avant des personnes qui n'avaient aucune légitimité, voire aucune crédibilité scientifique, pour créer du débat, montrer des vérités alternatives, faire de l'audience et assurer des chaînes en continu qui avaient besoin d'avoir des gens sur les plateaux en permanence. Et là, plus les réseaux sociaux, on a un vrai sujet de société sur lequel il faut qu'on se penche, parce que malheureusement, ça va bien au-delà de la crise sanitaire. Et pour les prochaines crises, effectivement, la confiance, je ne crois pas qu'elle est sortie vis-à-vis des scientifiques, grandie de cette crise. Peut-être qu'avec le recul, les choses vont un peu se tasser, on fera un peu mieux le discernement, mais elle est malheureusement, non, je pense que pour moi, c'est un des très gros sujets du moment. Et effectivement, il y avait à la fois une appétence du public pour de l'information, mieux comprendre, mais il faut trouver les bons véhicules. Chez les jeunes, moi, je salue vraiment certains Hugo Décrypte, des jeunes qui sont suivis par 3 millions de personnes et qui ont fait une très très bonne vulgarisation, et ils sont 4 ou 5 comme ça. De la même façon qu'il y a quelques journalistes politiques qui ont bien fait le jeu. Nicolas Béraud a fait des très bons papiers. Patrick Cohen aussi a été très sérieux dans sa couverture, dans son centre de journalistes politiques. Et puis les journalistes santé ont été bons en général. Mais malheureusement, il y avait d'autres journalistes politiques qui, eux, ont complètement miné le débat, malheureusement. Merci. Tu avais des questions? Bonsoir Antoine Joly. Un énorme merci pour cette présentation, parce qu'on a beau être informé, avoir eu plein de choses et avoir suivi, le condensé et donne un éclairage vraiment différent. Ce qui m'amène à rebondir sur la question de Thibault. À quand une allocation nationale du comité scientifique, parce que je comprends bien qu'il y a cette question de défiance, de confiance entre les Français. Je comprends aussi qu'au démarrage, c'était peut-être très compliqué pour le gouvernement de laisser parler à un comité scientifique sans filtre, parce qu'il y a peut-être moins d'incertitude. Mais quand je vois ce retour en arrière et surtout la comparaison internationale, je suis peut-être très naïf, j'aurais tendance à penser que quelque chose de très vulgarisé peut arriver à toucher un part important de la population, et en tout cas, ça ne serait pas grand-chose de le faire, hormis peut-être la volonté des pouvoirs publics d'enclencher ça. Ça, c'était ma première question. Quel est votre avis sur une démarche de ce type? Ma deuxième question, c'est sur les infections chroniques qui, a priori, le cas cité pour la source de Omicron. Est-ce que la personne était vaccinée? Est-ce qu'on sait si la personne était vaccinée? Est-ce que les vaccins peuvent
peuvent limiter ou empêcher ces infections chroniques sur le long terme qui pourraient amener des mutations atypiques et dangereuses? Ou est-ce que même avec la vaccination, on ne prépare? Et la troisième et dernière question, c'est quel est votre avis sur les autres vaccins à venir avec des technologies différentes de l'ARN messager, avec la protéine recombinante? Est-ce que ça va apporter quelque chose de majeur? Pas grand-chose. Et une sous-question là-dessus, est-ce que la vaccination des enfants, comment vous voyez l'importance de la vaccination des enfants dans la gestion de la pandémie? Merci. Juste sur votre première question, excusez-moi, le tout début, je ne l'ai pas entendu. Et sur une allocution nationale du Conseil scientifique, plutôt que d'avoir le président de la République qui parle aux Français en disant voilà ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, pourquoi ne pas avoir des scientifiques comme vous qui donnent leur version scientifique de manière totalement factuelle et vulgarisée, c'est-à-dire voilà ce qu'on a observé. Après, les gens le croient ou le croient pas, mais au moins il y aurait ça et pas juste dans un média spécialisé ou sur une chaîne. D'accord. Je vais prendre ces 4 questions peut-être et puis on passera aux suivantes. Mais alors, je demanderai à mes collègues de faire ce que je n'ai pas fait, d'avoir des questions assez synthétiques de façon à ce qu'on puisse en prendre le plus possible. Donc sur la communication en fait en temps de crise, on a fait des conférences de presse qui étaient suivies par les journalistes évidemment et reprises. Le plus efficace pour nous, c'est en fait de parler à l'AFP parce que l'AFP a des très bons journalistes et leurs dépêches sont reprises par tous. Et puis après, effectivement, individuellement, on est allé dans différents médias pour s'exprimer. Ce qu'il faut savoir, ce qui était très important pour nous, et peut-être que vous ne l'avez pas vu ou su, mais au Conseil scientifique, quand on a été nommé, on a demandé à ce que nos avis soient tous rendus publics. On a donc choisi que soient postés sur le site du ministère de la Santé tous les avis au fur et à mesure qu'ils étaient émis. Le seul compromis qu'on a fait, c'était que le ministère de la Santé pouvait choisir quand le publier. Et on a des avis qui sont publiés le jour même. Et là, c'est des avis, vous verrez, il y a des avis qui font 100, 120 pages, des choses qui sont quelquefois très documentées. Je crois qu'on en a fait 80 à 100 à peu près. Et pendant la période de l'épidémie, ils sont tous sur le site du ministère, vous pouvez les regarder. Les premiers sont intéressants historiquement, puisque ça concerne le moment où on s'était donc confronté à la première vague épidémique. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. C'est que pour éviter qu'il y ait cette opacité autour de ces conseils, etc., on a vraiment demandé depuis le début, on veut que nos avis soient publiés. Le problème, c'est qu'il y a quelques avis qui ont été publiés plus d'1 mois après qu'on les ait envoyés au ministère. Parce que pour le gouvernement, il fallait qu'il s'organise avant la publication. Et ça, c'est quelque chose qu'il aurait fallu qu'on ait une meilleure contrôle du calendrier pour plus de transparence, en fait. En revanche, l'information qui est dans ces avis, elle est très scientifique. Après, toute la question était quel était le rôle du Conseil scientifique vis-à-vis des politiques. Et là, il nous a fallu quelques ajustements parce qu'on a tous appris, les scientifiques comme les politiques. Nous, on n'avait pas l'habitude de se retrouver plongés au-devant de la scène comme ça. Et les politiques, ils ne connaissaient pas les éléments scientifiques au début. Ils les ont intégrés après, mais au début, ils ne les connaissaient pas. Et là, il y a eu des petits recadrages et on a vite compris les règles du jeu. Nous, on fait des avis sanitaires et le gouvernement décide. Et quand on a eu des dérapages sémantiques où on parlait de décision au lieu de recommandation ou de proposition, c'était la tape sur les doigts tout de suite. Et inversement, on a vu quelquefois les politiques se lancer dans le champ scientifique avec de façon un peu erronée, et ils ont vite compris aussi, ils ont rétropédalé. Mais il nous a fallu comprendre nos rôles respectifs, et ça, c'est très important pour que la communication reste claire pour l'extérieur. Et notre recommandation pour nous, c'est vraiment de dire, pour tout comité qui agit comme ça, publiez vos avis, surtout demandez à ce que tous les avis soient rendus publics, et puis fixez peut-être un calendrier, parce que sinon, on peut avoir un petit peu de raté là-dessus. Après, on aurait peut-être pu faire des conférences de presse plus régulières. C'est assez compliqué à organiser, les relations avec la presse, et tout ça a été très chronophage aussi. Infection chronique et vaccin. Le problème, c'est que les personnes qui ont des déficits immunitaires sévères répondent le moins bien au vaccin. Et donc, même s'ils sont vaccinés,
le risque d'infection chronique demeure chez eux. Donc, ça ne résoudra pas la question. Et aujourd'hui, la population la plus vulnérable à terme, c'est celle des personnes avec déficit immunitaire sévère, parce qu'ils essayent de se vacciner, ils en sont à 5 injections, et ils n'arrivent pas à fabriquer d'anticorps. Et on peut leur injecter ces anticorps, ça s'appelle des anticorps monoclonaux, mais malheureusement, selon les variants, les anticorps monoclonaux sont plus ou moins efficaces. Et donc là, il y a un vrai casse-tête sur la prise en charge des personnes avec déficit immunitaire sévère. Ce sont les transplantés d'organes, ce sont les insuffisants rénaux, quelques chimiothérapies, et ils sont 300-400 000 en France, et ils font à peu près 40% des réa aujourd'hui, alors qu'ils cherchent à se vacciner. Ça, c'est un vrai sujet. Les vaccins à venir, il y a, vous allez le voir prochainement, et les premiers résultats ont été publiés ce matin dans le New England Journal of Medicine, le vaccin de Sanofi, protéine recombinante, qui donne des bons résultats et qui pourra être utilisé en booster. Ils ont envoyé leur dossier pour les autorisations avec l'Agence de médecine européenne. Et je pense qu'ils ont un bon dossier, on verra ce que ça va donner. Et à l'automne prochain, je ne serais pas surpris qu'en plus des vaccins ARN messagers, on puisse avoir accès à ces vaccins qui sont des vaccins conventionnels. C'est tout le savoir-faire de Sanofi. Ce qui est assez étonnant dans cette crise, c'est que les grands fabricants de vaccins n'ont pas été les premiers à produire des vaccins. Leurs technologies d'abord prennent plus de temps. 1 an et demi, c'est le temps qu'il faut à Sanofi pour développer un vaccin. Et puis voilà, ils n'ont pas eu le caractère innovant de l'ARN messager. Mais ils commencent à rentrer un peu dans la danse, et on va avoir donc des alternatives. Et je pense que ce sera une bonne chose d'être vacciné avec des vaccins qui stimulent des pans un peu différents d'immunité. Donc ça arrive. Les autres vaccins qu'on attend, c'est les vaccins intranasaux, un pchit intranasal, parce que ça vous donne une immunité muqueuse. Et ça vous permet de vous protéger là où le virus arrive, alors que les vaccins qu'on nous injecte dans le bras, comme ceux que j'ai reçus, ne me protègent pas contre l'infection. Ils me protègent contre les formes sévères, ce qui est déjà énorme. Vous avez vu les données de Hong Kong, mais ils ne me protègent pas contre l'infection elle-même. Les enfants, ça va être un sujet très difficile. Le bénéfice-risque est moins évident pour les enfants. Alors, on peut se réjouir depuis le début de cette épidémie que les enfants aient fait des formes moins sévères. Imaginez seulement ce qu'aurait été cette pandémie si les enfants avaient été touchés comme ils le sont par la grippe, avec des formes sévères. Ça aurait été des drames humains et familiaux que j'ose pas imaginer. Moi, je pense que je me réjouis tous les jours de me dire, heureusement, les enfants n'étaient pas à risque de formes graves, sinon ça aurait été un drame. Mais la contrepartie, c'est qu'ils sont effectivement, le vaccin a moins d'intérêt pour eux, mais il a un intérêt. On continue quand même, avec le vaccin, de diviser par 10 le risque d'hospitalisation, mais pour un risque d'hospitalisation qui est relativement faible. La seule difficulté qu'on va avoir, c'est que les schémas vaccinaux chez les tout petits, ils viennent de sortir pour les 6 mois à 5 ans, sont assez lourds, c'est 3 injections. Et on a déjà vu que la vaccination des 5-11 ans n'a pas pris en France. Il n'y a que 5% des enfants qui sont vaccinés. Mais en Italie, c'est 50%. Hein. Les Français, sur la vaccination pédiatrique, ça n'a pas du tout marché. Et je n'ose pas imaginer ce que ça va être pour les 6 mois à 5 ans, alors qu'il y a un bénéfice, mais un bénéfice qui est modéré. Bonjour, merci comme tous mes camarades pour cette intervention. Je voulais juste rebondir aussi sur la confiance et / désinformation. On a eu une excellente intervention dans le cycle IHEBS cette année de Jeremy Ward, qui est chargé de recherche à l'INSERM et qui est très... Ok. Ouais. Et je passe du coup directement à ma question. On a parlé de pas mal d'impacts dans le plan politique, etc. Et moi, je voulais vous questionner sur l'impact du métier en tant que chercheur. Quel impact ça a eu sur vos pratiques, si elles ont évolué justement à cause de cette pandémie? Dans quel sens sur les pratiques? Quel type de pratiques? Globalement, pour votre métier d'épidémiologiste, évidemment, je pense aux activités de recherche et manipulation de données, mais aussi au rapport. Je voulais être large. D'accord. Alors, ce qui a été absolument très nouveau pour nous, dans notre façon de travailler, c'est que, bon, c'est propre à l'épidémiologie, on peut travailler avec un ordinateur et Internet. Et on a eu une rentabilité et une efficacité dans notre travail qu'on n'a jamais eu auparavant, avec le partage d'informations. Alors d'abord sur Twitter. Donc Twitter a beaucoup de défauts qu'on a évoqués, mais il a aussi beaucoup d'intérêt. Je suis 50 scientifiques, les meilleurs au monde sur Twitter.
5 dans chacune des disciplines phares, épidémio, viro, clinique, immuno, etc. Et au cœur de la crise, je passais 1h30 le matin et 1h30 le soir à lire leur interprétation des articles scientifiques sur Twitter, parce qu'ils me faisaient un digest en temps réel de tous les articles qui sortaient. Il y a eu une profusion d'articles scientifiques comme on n'a jamais connu dans l'histoire de la recherche médicale. Il était impossible de suivre. Je pense qu'à un moment, en novembre 2000, on était à 500 000 articles qui étaient dans les comités éditoriaux en attente d'être évalués. Vous voyez, c'est pour vous dire, on est dans des volumes absolument phénoménaux. Et le fait d'avoir les meilleurs au monde qui, en temps réel, analysaient ce qu'on appelle aussi les préprints, parce que plutôt que d'attendre que votre article soit revu par des pairs, évalué et d'avoir un produit donc un peu léché qui met 6 mois à aboutir, on avait la possibilité de poster en préprint, en accès libre, nos articles dès qu'on avait fini de les rédiger, avant même qu'ils soient revus par des pairs. Mais du coup, tout et n'importe quoi pouvait être posté. Et donc, quand vous aviez le fait d'avoir des équipes de très bons chercheurs qui évidemment ciblaient les articles qu'ils allaient revoir, qui étaient ceux des bonnes équipes, et vous en donnent un digest en temps réel, en termes de partage d'informations, ça a été incroyable. Et on était capable de se tenir au courant en temps réel de tout ce qui se passait aux quatre coins du monde. Le fait de faire des visios en temps réel avec toute la planète aussi faisait que nos contacts étaient extrêmement riches. Et comparé à ce que était avant l'organisation d'une conférence call où vous mettez un mois pour trouver une date commune à tout le monde, et je ne parle pas d'une conférence ou d'un congrès, là, on s'est retrouvé en conférence call permanente et en visio permanente, en fait, avec les meilleurs chercheurs du monde en permanence. Et ça a été un accélérateur de partage du savoir qui a été phénoménal. On était aussi dans une ambiance de partage d'informations comme on l'a rarement vécu. Je pense qu'on était tous conscients de la gravité de la situation. Je imagine qu'au niveau des brevets, il y a pu y avoir de la rétention d'informations quand vous étiez sur un produit qui pouvait aboutir sur un médicament X ou etc. Mais enfin, il y en a quand même peu, vous avez bien vu, qui ont abouti. Mais pour 98% de la recherche, elle a été partagée comme elle n'a jamais été partagée auparavant. Et alors évidemment, avec les systèmes des visios, on a travaillé comme des dingues. C'est-à-dire que, vous l'avez tous vécu dans vos branches respectives, on enchaîne. les journées démarrent avec les visios à 8 heures et finissent à 20 heures. Et je ne parle pas du temps qu'on a avant et après pour travailler en plus, quoi. Donc, c'est des journées extrêmement intenses, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est cette rapidité de partage d'informations qui a été vraiment très, très, très bonne. Et voilà, enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est en tout cas comme ça que, en tant que chercheur, j'ai vécu cette prise. On a publié comme on n'a jamais publié. Bon, pour nous, c'est des barèmes qui sont assez faciles à suivre. On sait combien on publie chaque année. Et alors qu'on travaille énormément en parallèle avec toutes ces activités de conseil, de comité et tout le reste, notre production scientifique aussi à tous a été absolument phénoménale. On va prendre deux questions sur Teams. Et Madame Claudia Stigwald et Alain Jacot. Vous pouvez dans l'ordre de Claudia et puis Monsieur Jacot. On va prendre les deux questions. Merci. Micro. Non. On entend, mais très faiblement, Claudia. Bon, alors, je vais essayer de parler très très fort. Parfait. Parce que c'est bon, moi je parle très fort. Je me présente, en fait, je suis directeur de la communication des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc, je voulais réagir sur la partie, effectivement, confiance. Et je pense que c'est un élément clé que vous évoquez, Monsieur Fontanet. C'est à titre de témoignage aussi de ce qui a été fait ici, puisqu'on a été un établissement très fortement concerné par cette crise. Donc, un témoignage, je pense que ce qui est important et ce qui a bien fonctionné ici, ce qui a fini par fonctionner parce qu'on était tous complètement perdus. Moi, j'ai été embauchée à la fin de la première vague, donc en plein marasme, mais je venais du nucléaire avant, ce qui a simplifié les choses en termes de gestion de crise. Je voulais juste resituer un peu les éléments qui permettent de fonctionner dans ce cas-là. Je crois beaucoup à la régularité de l'information et à la confiance des médecins de proximité. On a beaucoup travaillé ici avec nos porte-paroles en retraduisant ce que vous disiez au niveau national, mais surtout l'hôpital en tant que message de santé publique pour nos patients, pour les familles des patients,
et en sortant nos porte-paroles, le professeur Hansmann, nos infectiologues, comme étant des porte-paroles très réguliers et de proximité, et en tablant sur les gens font confiance aux médecins de proximité. J'ai envie de dire de manière un peu iconoclaste, peu importe ce qui se passe à Paris, sachant bien évidemment que vous étiez reliés entre experts, mais du coup, il y avait une traduction de ces éléments-là. Et deuxième sujet très important qui nous a bien aidé, c'était le bulletin Covid, un bulletin d'information Covid qu'on a publié après chaque cellule de crise. Donc, il y en a eu énormément, mais publié systématiquement en interne et en même temps au niveau des médias. Et effectivement, je confirme que l'AFP a bien repris nos éléments. Et la confiance, elle se perd très vite, mais elle se gagne sur du long parcours. Et les points presse, alors pour le coup, on en organise très régulièrement un hebdo, on en fera encore un la semaine prochaine. Je crois beaucoup, s'il y a quelque chose à retenir, c'est vraiment la régularité, la confiance dans le médecin de proximité et une certaine discipline qui s'est mise en place. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est le grand test, j'en sais rien, mais une certaine discipline qui s'est mise en place. On réorganise un point presse la semaine prochaine, justement, parce qu'on est en train de remonter en tension et finalement, les choses se sont un petit peu calées comme ça. On va laisser à donner répondre parce qu'il y a d'autres questions derrière toi. C'est plus un témoignage que... Tout de suite. Juste une petite réaction pour compléter. Alors, d'abord, juste vous dire très vite qu'on a pu collaborer avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg très tôt. Et dans la série des collaborations scientifiques, et avec Samira Fafi-Kremer, on a monté une cohorte hospitalière à Strasbourg qui a très très bien fonctionné. Et ça, c'était dans cet esprit qu'on a eu, comme on voyait ce qui se passait là-bas de collaboration. Mais dans la communication aussi publique, je pense que ce qui était important pour nous, ça a été de dire quand on ne savait pas et de partager nos incertitudes. Et ça a toujours été bien perçu. En fait, le public entend très bien quand vous dites on ne sait pas et que la science prend du temps ou qu'il existe encore des incertitudes. Et ça, il ne faut absolument pas hésiter parce que ça, pour ce qui est de la confiance, je pense que ça contribue à au contraire augmenter la confiance quand vous êtes capable de dire ça, c'est un sujet sur lequel on ne sait pas. Monsieur Alain Jacot. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, oui. Merci à Monsieur Fontanet pour son exposé très clair. Moi, j'ai deux petites questions qui sont plus sur le fond, du coup. Bon, j'ai suivi un petit peu les chiffres de mortalité. Bon, j'ai arrêté de les suivre par pays, qui étaient publiés sur le site de l'ECDC, hein, très régulièrement, au début quotidiennement et puis ensuite hebdomadairement. Moi, ce qui m'a frappé très rapidement, c'était la bonne performance des pays du sud-est asiatique. Alors, je laisse de côté la Chine parce que la Chine, c'est totalitaire et on peut n'avoir qu'une confiance très limitée dans les chiffres, mais donc en particulier Japon, Corée du Sud et Taïwan, où en gros au Japon on avait 20 fois moins de mortalité qu'en France, en Corée 50 fois moins et à Taïwan 100 fois moins, hein. Et ces trois pays n'ont jamais confiné leur population. Voilà, donc ils ont fait des choses, hein, certes, mais ils n'ont jamais confiné leur population, donc j'aurais voulu savoir ce que vous pensiez de l'expérience de ces trois pays-là, qui par ailleurs ont connu l'épidémie de SRAS en 2003 et l'épidémie de MERS en 2015. Et puis la deuxième question, c'est la question d'une personne qui a fait de la modélisation par le passé dans des domaines divers, en macroéconomie, en démographie, en microsimulation. Il y a un universitaire américain qui disait sous le ton de la boutade use models, don't trust them, parce que les modèles, ils sont bons, ils sont utiles quand on est dans les conditions de validité des modèles et qu'on s'éloigne de ces conditions de validité, quand on extrapole ou même parfois quand on interpole, on peut avoir des surprises. Et donc, je voulais savoir comment vous vous situiez par rapport à ça et par rapport à vos travaux et par rapport notamment au chiffrage de 400 000 morts possibles qui étaient annoncés avant le deuxième confinement. Voilà, merci.
Bien, alors d'abord pour les pays du Sud-Est asiatique, c'est vrai que la Corée que vous citez, la Corée du Sud, a un très bon bilan qui s'est nourri de l'expérience du MERS, 2015 ou 2015, où ils ont eu une épidémie qui leur a rappelé l'importance d'une réaction extrêmement efficace face à ce type de coronavirus. Les contraintes sur les populations sont quand même très très fortes. Il n'y a pas eu de confinement, mais ce qu'ils appellent le traçage des contacts, les mesures d'isolement et de quarantaine, sont beaucoup plus strictement appliquées qu'elles ne l'ont été dans les pays européens. Et je ne sais pas jusqu'à quel point leur modèle est transposable. En tout cas, il a été efficace. De dire ensuite, est-ce qu'il y a eu d'autres facteurs qui ont pu contribuer à des épidémies un petit peu moins sévères, comme des facteurs climatiques, etc. Ce n'est pas complètement exclu. Mais on peut à la fois, je pense, tout à fait s'inspirer des approches qu'ils ont utilisées, qui ont prouvé leur efficacité, de savoir si la population française accepterait les contraintes d'isolement et de quarantaine, par exemple, qui existaient. Je pense qu'on aurait du mal en France, on aurait du mal. Mais ils l'ont très bien fait. Ça demande aussi une armée, au sens presque propre du terme, de personnel disponible pour faire le porte-à-porte, etc., qui n'existait pas en France. En France, on était très démunis. Et le contact tracing a été fait par la CNAM au téléphone. Et puis, c'est digitalisé. Mais eux avaient aussi cette capacité de faire du porte-à-porte que nous, on n'avait pas. Les modèles et les projections. Dans cette crise, pour la première fois, les modèles ont joué un rôle assez central dans l'aide à la décision politique et globalement ont bien fonctionné jusqu'à ce que je vous disais. Là, actuellement, on n'est plus en capacité de faire des projections. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les modèles ne faisaient pas des prédictions au sens où on n'a jamais cherché à essayer d'estimer la météo qu'il y aurait et le changement des comportements des personnes qui ferait que la situation épidémiologique va être ça dans 1 mois et demi. Mais on disait, si la situation reste telle qu'elle est aujourd'hui, voilà où on sera. Et si il y a tel type de relâchement et compagnie, ben voilà où on sera. Et si au contraire on serre la vis de temps, voilà où on sera. Donc c'était des projections, mais on n'essayait pas d'anticiper sur ce qu'allait être la météo, les changements de comportement, les décisions du gouvernement, etc. Donc, et on a essayé d'être assez strict sur la terminologie utilisée, donc en parlant toujours de projections selon des scénarios, scénario 1, scénario 2, scénario 3. Et c'est vrai que certaines personnes s'imaginaient qu'on faisait carrément de la prédiction d'événements qui nous dépassaient complètement, et ça, on a essayé d'être attentif de ne pas franchir cette limite, et globalement, ils ont bien fonctionné sur des situations qui étaient jusqu'à présent relativement pas simple, mais voilà, qui restait un degré de complexité qu'on était capable d'appréhender. Et la règle des modèles aussi, c'est d'être le plus simple possible. Et il y a 2 grandes catégories, 2 grandes familles de modèles. Il y a des personnes qui, par exemple, ont cherché à simuler des populations entières avec des individus et leurs trajectoires individuelles. Ces modèles-là se sont complètement plantés partout dans le monde. Et les bons vieux modèles compartimentaux à équations différentielles avec stratifiés, finalement, ont pas mal délivré. Ils sont assez sophistiqués, et mes collègues qui travaillent dessus, quand vous regardez les annexes des papiers publiés, voilà, vous vous rendez compte qu'il y a quand même beaucoup de métiers derrière, mais voilà, ça a quand même été en tout cas dans cette crise, ça a été une contribution très, très utile. Ça n'a pas été le cas dans le passé. Et les Anglais, par exemple, alors qu'ils sont très bons, parce qu'ils ont tous vécu de front les premières vagues, n'ont pas pu mettre les bons paramètres dans leur modèle et du coup ont essuyé plusieurs échecs. Nous, on apprenait des erreurs des Anglais, en fait. Arnaud, merci pour tes réponses. On a beaucoup abusé de ton temps. Il est déjà 19h04, je crois. On a encore une question dans la salle et puis une question sur est-ce que Stop Covid a fonctionné, puis après on te libérera, à moins que tu reviennes demain négatif, et on sera très content de t'entendre à nouveau. Alors, Stop Covid n'a pas fonctionné pour ce qu'il était censé faire. Trop peu de gens ont joué, en fait, ont joué le jeu, globalement, avec en plus, sur Bluetooth, ça quand même pompait beaucoup de
l'énergie de nos téléphones portables. En revanche, il a été utilisé du jour où on a mis de l'information utile dessus. Et finalement, c'est parce qu'on y a mis ces bulletins de suivi d'épidémie que les gens ont été contents de consulter, parce qu'on y a mis le pass sanitaire vaccinal, etc. Des informations sur où allez vous faire tester, où allez vous faire vacciner. Et dès qu'on en a fait un outil qui était informatif et presque ludique d'une certaine façon, les gens ont commencé à l'utiliser et ont un peu plus branché la fonction repérage des contacts. Mais dans cette fonction initiale où il avait été anticipé, ça n'a pas marché. À l'étranger, en Corée par exemple, ils ont utilisé des versions un petit peu différentes de Stop Covid, mais où quand un cas avait été identifié quelque part, son parcours était reconstruit et les lieux que cette personne avait fréquentés devenaient à ce moment-là passer en des zones de verte à orange à rouge pour finalement être fermés quand il y avait trop de passages de personnes qui ont été infectées. Donc c'est des versions un petit peu différentes qui ont été utilisées en Corée. Et donc il y a des papiers de modélisation qui nous disent que ces applications avaient un très gros potentiel, mais honnêtement, je pense qu'en tant que telles, hein, elles n'ont pas fonctionné. En revanche, comme outil d'accompagnement pendant la crise, à partir du moment où on lui a donné des fonctionnalités utiles pour les individus, ça a commencé à... Voilà, ça a été utilisé, mais pas pour cette fonction de traçage de contact essentiellement. Une dernière question pour Didier, s'il te plaît, très rapidement, si tu peux. Oui, alors, bonsoir, Monsieur Fontanet. Oui, il y a quelque chose qui m'a étonné dans la présentation que vous avez faite, c'était de dire que le consensus scientifique sur le fait que la transmission était aéroportée s'était faite dès fin 2020, si j'ai bien compris ce que vous avez dit. C'était bien ça, je crois. Alors, les données qui nous permettaient donc de penser qu'effectivement les aérosols étaient impliqués, on les a vus arriver entre février et mai 2020. Les premiers articles scientifiques, des revues, des tribunes écrites par des scientifiques dans des journaux scientifiques, donc quelque chose qui reste un peu militant, mais comme les scientifiques peuvent être militants, ça reste quand même très policé, mais ça restait quand même des éditoriaux co-signés à plusieurs chercheurs. On les a vus apparaître en juin-juillet 2020 pour alerter l'OMS notamment sur le fait que ce virus était vraisemblablement transmis par aérosol, beaucoup plus que ce qui avait été pensé par rapport au postillon. Et donc, voilà, il a fallu, je pense, de février à mai-juin pour réunir les éléments 2020 et juillet-août 2020 pour voir ça. L'OMS, dans cette histoire, a mis beaucoup de temps à s'aligner là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, reprenez l'avis du 6 avril 2020 de l'OMS, où le port du masque n'est pas recommandé en population générale. Il l'écrivait comme tel. Et ils ont mis à peu près 1 an et demi. Ils ont mis 1 an pour que le mot aérosol apparaisse dans leur communiqué et 1 an et demi pour dire qu'il y avait une transmission aéroportée conséquente. Et ça a été pour eux une révision très difficile à faire d'un dogme. C'est le problème un peu de ces conseils d'experts comme l'OMS peut en avoir, où comme leur parole tranche un sujet d'une certaine façon, ils ne veulent se prononcer que quand ils ont une accumulation de certitudes. Et dans cette crise, ils ont vraiment tardé. Dominique, merci de nous accueillir à l'Institut. Vous voulez dire un mot de conclusion? Non, pas de conclusion, mais voilà, je crois que on va arrêter, même s'il y a encore beaucoup de questions rentrées. Vraiment, je trouve que c'était vraiment extrêmement riche. Vraiment, je note voilà, autour de la table, effectivement, tous les didactes. Donc, simplement, mes grands remerciements à Arnaud Fontanet, vraiment d'avoir pris ce temps de pédagogie, mais en même temps, comment dire, j'ai pas mal de conscience parce qu'on a évoqué la confiance. Je pense que aussi la pédagogie, il le sait, il a fait beaucoup dans la crise, c'est vraiment super important. Et voilà, à notre modeste niveau, enfin voilà, de tout ce qu'on peut porter comme relais effectivement d'information, de pédagogie, je crois très très utile pour aller vers l'ensemble de la société. Et c'est aussi une des fonctions de l'Institut des études de protection sociale, effectivement, de réunir des personnes qui sont donc dans des fonctions extrêmement diverses et pour aussi porter des messages. Donc aussi, je pense, j'espère que effectivement, ça permet de donner des bases, effectivement, pour porter des discours sereins et utiles pour la suite. Donc, merci beaucoup Arnaud et à très bientôt.